Vous êtes sur la RTG, merci de nous choisir pour vous informer les titres du journal. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime était sur le terrain pour superviser les opérations de vente de poissons dans les différentes communes de Conakry. Les questions pour Fassoutéa de s'assurer du respect des tarifs fixés en cette période de pénitence. Et depuis plusieurs mois, les routes Mamou-Farana et Mamou-Labé sont en chantier. Pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux, le ministre des Infrastructures était sur le terrain. Le développement dans ce journal. Enfin, ce 18 février 2026, les chrétiens de Guinée, à l'instar des autres pays du monde, célèbrent le mercredi des cendres, un mercredi qui marque l'entrée en carême. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La Guinée pourrait bientôt bénéficier d'un important afflux d'investissements étrangers. Le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu ce mercredi une délégation d'investisseurs émiratis conduite par le directeur général de Faminas Investment Group. Objectif, préparer un ambitieux programme d'investissement estimé à près de 2 milliards de dollars, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Des projets structurants qui s'inscrivent dans la dynamique du programme Simandou 2040. Écoutons le porte-parole de la délégation au micro de Ousmane Bangoura. Sur invitation du Premier ministre, les acteurs de la dernière élection présidentielle ont eu ce 18 février un entretien avec le chef du gouvernement. Entouré des membres de son cabinet, Amadou Ouriba a rappelé que le temps post-électoral doit être celui de la responsabilité, du dialogue et du rassemblement. Il a souligné que la Guinée, engagée dans une nouvelle étape de son évolution institutionnelle, a besoin de l'implication de tous ses fils et de toutes ses filles, au-delà des sensibilités politiques. Le chef du gouvernement a également évoqué le message d'ouverture lancé par le président de la République lors de son investiture, insistant sur la main tendue à l'ensemble de la classe politique pour bâtir une nation unie et stable. Au cours des échanges, les participants ont salué le cadre républicain de la rencontre, estimant qu'il constitue un signal fort en faveur de l'apaisement et du renforcement de la confiance entre acteurs politiques. Cette rencontre a été de bonne aloi. Le dialogue, les échanges, communiquer, c'est ce qui construit un pays, une nation. C'est ce qui prouve qu'on est ensemble, que nous sommes des Guinéens, que nous parlons de la même voix, pas cacophoniquement, mais dans la même direction, avec diverses routes. Cette rencontre a été donc une première rencontre de prise de contact avec le chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, pour nous dire que les élections qui se sont passées, c'est la Guinée qui a gagné. Il n'y a ni gagnant ni perdant, comme le président de la République lui-même il a dit. C'est la Guinée qui a gagné. Mais la manière dont ça s'est passé cette fois-ci, dans la zénitude, dans le calme, dans le respect des uns et des autres, nous saluons cela et nous souhaitons que cela se perpétue en Guinée et que la politique soit un débat d'idées et non un combat d'épée. Donc nous avons salué cette rencontre qui est une prise de contact et nous sommes tout ouverts, tout prêts pour ce pays. Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans la consolidation du climat politique post-électoral. En choisissant la concertation et l'écoute mutuelle, les acteurs politiques posent les bases d'un engagement commun en faveur de la stabilité institutionnelle, du respect des institutions et du développement durable de la Guinée. Vous l'avez compris, c'était la rencontre du Premier ministre avec les acteurs politiques guinéens qui ont pris part à la dernière élection présidentielle. Face à l'évolution des défis sécuritaires, institutionnels et socio-économiques aux frontières guinéennes, le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, accélère les travaux du secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières. L'institution vient de tenir sa première session technique. Objectif
objectif, doter la Guinée d'un cadre stratégique de référence à travers l'élaboration d'une politique nationale de gestion des frontières. Amadou Touré, Abdulrazak Souma. Valider le recrutement du consultant pour l'élaboration de la politique nationale de gestion des frontières de Guinée et adopter l'avant-projet de traité de délimitation, de démarcation et de bornage de la frontière entre la République de Guinée et la République du Mali sont entre autres les objectifs de cette session mixte de la Commission nationale des frontières et du Comité technique d'élaboration de la politique nationale de gestion des frontières de Guinée. Nous avons fini la délimitation sur toutes les parties, sauf deux parties, qui sont le mont Sagou et la partie Bambadala. Ce sont les deux parties où la Guinée et le Mali ne sont pas pour le moment d'accord pour ce qui concerne la délimitation et le bornage. Sinon, le long des frontières entre la Guinée et le Mali, tout le reste c'est déjà délimité et démarqué. Cette initiative du secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Guinée répond également aux enjeux en matière de sécurité, de gouvernance territoriale et de coopération transfrontalière. Actuellement, l'avancée du terrorisme, les questions sécuritaires deviennent une impérieuse nécessité pour les États, mais aussi pour les personnes qui sont à la commande. Et pour cela, il faut avoir un document de référence dans lequel tout le monde peut se retrouver, à travers lequel tout le monde peut consulter pour pouvoir poser des actions au bénéfice des communautés. Il s'agit effectivement d'élaborer un document de stratégie de gestion de manière générale de toutes nos frontières avec nos pays voisins. C'est une politique qui vise effectivement à renforcer la coopération transfrontalière, à renforcer la paix et la stabilité afin de lancer le développement économique dans ces zones. Au-delà de ces aspects, selon les organisateurs, cette démarche se veut une réponse aux défis sécuritaires et institutionnels à nos frontières, face auxquels il est fondamental de doter la Guinée d'un cadre stratégique de référence à travers l'élaboration d'une politique nationale de gestion des frontières. Je vous le disais au sommaire, ce mercredi, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime était sur le terrain pour superviser les opérations de vente de poissons dans les différentes communes de Conakry. L'initiative vise à réduire le prix des produits halieutiques sur le marché en ce mois saint de Ramadan et de Carême. L'opération va se poursuivre dans toutes les communes et régions du pays. Al-Gassim Moubar, compte rendu. En cette période de Ramadan et du Carême, l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité aux produits halieutiques comme le poisson reste une priorité pour le gouvernement. C'est pour répondre à cette exigence qu'une campagne de vente de poissons à prix réduit a été lancée. Quelques heures après le démarrage de l'opération, le ministre Fassou Teya est sur le terrain pour superviser le bon déroulement des opérations. La rentrée de la mission qui est partie à l'intérieur du pays a été satisfaisante. Donc le pays est aujourd'hui servi, les stocks sont disponibles dans les magasins. Nous allons évaluer l'applicabilité, le respect des instructions que nous avons données à tous les acteurs impliqués dans la vente et pour voir comment est-ce que nous avons pu respecter nos engagements parce que nous sommes rassurés que les engagements sont pris. D'autre côté, de l'autre, c'est pour voir le suivi de l'applicabilité. Le poisson étant l'aliment de base très prisé en Guinée, ce produit devait être accessible à tous les citoyens. 400 000, 380. Nous sommes très ravis de cette initiative. Ils nous vendent des cartons de poissons moins chers. Une façon d'aider les femmes en cette période de pénitence. Le président ne peut pas tout faire. C'est pourquoi il nomme un gouvernement pour l'aider à gérer le pays. D'habitude, il y a trop de spéculation au marché. Donc c'est pour cela qu'on a veillé que le prix soit maintenu de 320 000 et de 220 000 francs guinéens pour que la population qui est loin des différentes ports puisse avoir du poisson. Cette initiative du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, en partenariat avec la CONAPEG, répond parfaitement aux préoccupations du chef de l'État. Celle d'alléger le panier de la ménagère en rendant le poisson plus accessible. L'opération va se poursuivre dans toutes les communes et régions du pays.
Nous poursuivons ce journal à peine installé dans ses fonctions. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé, s'est dans la matinée de ce mercredi rendu sur les chantiers du stade de Nongo et celui du 28 septembre. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux. Les détails dans ce reportage de Moussa Komara. Il veut tout comprendre et il passe tout au scanner. Nous sommes au stade général Lansana Conté de Nongo. C'est ici que le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports a choisi pour sa toute première sortie officielle. En compagnie de ses cadres, il inspecte minutieusement les travaux de ce stade de 50 000 places qui attend toujours son homologation. Les travaux exécutés par l'entreprise Takon sont à la traîne. Nous avons décidé d'avoir une réunion avec eux au niveau du département lundi prochain pour que les questions qui n'ont pas été évacuées sur le terrain puissent être discutées là-bas et que les modalités pratiques qui doivent nous mener à la livraison de ces stades soient prises. Dans ces stades, tout est à repenser. Les gradins, la pelouse du terrain, la tribune de presse, les vestiaires, la sécurité, les zones périphériques du stade ne répondaient pas aux normes. Cellou Baldé donne des instructions fermes. L'entreprise éthiopienne promet une cadence soutenue afin de respecter le délai fixé par les autorités. The visit it has a very good impact. La visite aura un impact très important pour l'inauguration du stade. On a eu une directive très directe pour inaugurer le stade dans un délai très prochain. Tout le monde ici, toute l'équipe ici est très motivée. Après ces stades, cap sur le mythique stade du 28 septembre, témoin silencieux des grandes heures du sport guinéen. Les travaux de réhabilitation progressent, mais le Sili National A ne pourra plus jouer ses matchs sur ces installations. Pas de tunnel. Désormais, ce sont des catégories inférieures qui y joueront. Puisque ça c'est un stade qui date des années 60 et à partir des essais que nous avons fait en béton et tout par rapport à la structure de stade, on a discuté avec la CAF que le tunnel n'aura pas lieu en fait. Cette première visite officielle du nouveau ministre marque un signal fort. Accélérer les travaux structurants et redonner au football guinéen un cadre digne de ses ambitions. Deuxième grand titre de cette édition, le ministre des Infrastructures est à l'intérieur du pays. Fassine Silla visite les chantiers des routes Mamou-Farana et Mamou-Labé. L'objectif de cette sortie est de constater de visu l'état d'avancement de ces travaux qui figurent parmi les priorités du gouvernement. Abdoulaye Djakassila, Aboubakar Junior Camara. Les routes nationales Mamou-Farana et Mamou-Labé sont placées parmi les projets prioritaires du département en charge des infrastructures. Aussitôt installé dans ses fonctions, le ministre Fassine Silla entame ses visites de terrain par ses projets de défi national. 150 km entre Mamou-Labé et 185 km Mamou-Farana. Avec ces projets de reconstruction de ces routes, le réseau routier guinéen va enregistrer une avancée significative. Ici, nous sommes au niveau du lot 1 qui part de Mamou jusqu'à Dalaba, sur 39 km, et qui est attribué à l'entreprise Enanchen. Sur ce lot, la base vie est déjà achevée. Le laboratoire est fonctionnel. La station pour la centrale à béton est achevée et fonctionnelle. Les aires de préfabrication aussi sont aménagées. Les aires de stockage de matériaux aussi. Bon, nous venons de visiter la station de concassage. Actuellement, elle est pratiquement opérationnelle. Si on n'avait pas buté sur cette histoire de roche, actuellement, elle serait déjà en train de produire. Le délai d'exécution sur ce lot est de 30 mois. Donc les 30 mois, c'est fin mai 2027. Conformément au cahier de charge, le ministre a aussi visité les laboratoires installés à cet effet afin d'examiner la conformité de toutes les études techniques. Il n'y a pas longtemps, nous avons commencé les travaux ici. Aujourd'hui, on est sur les travaux de déblaiement et d'importants efforts sont en train d'être déployés, pas pour faire la route comme elle était avant, mais pour la rectifier avec des corrections, des grands virages dont on n'avait pas les moyens de faire avant quand cette route-là se faisait, juste après les indépendances. Mais maintenant qu'on a ces moyens et qu'on a cette ambition de faire de Labé une ville centrale pour le développement de ce pays, il était important qu'on procède à de larges corrections sur cette voie. Cette série de tournées du ministre Silla va toucher tous les chantiers routiers et ouvrages hydrauliques et autres infrastructures
en cours de réalisation dans le pays. Et pendant ce temps, le ministère de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures poursuit sa politique d'assainissement et de développement durable. Aujourd'hui, le ministre a visité une unité de traitement de déchets. Cette usine transforme nos poubelles en nouvelles ressources. L'objectif est de lutter contre le gaspillage en donnant un coup d'accélérateur à l'économie circulaire. Mariam Kamara pour ce reportage. Ici, les déchets ne sont plus une fin, mais un nouveau départ. Cette unité valorise des dallettes écologiques issues des déchets en verre. Fini le temps où l'on enterrait ou brûlait sans réfléchir. Une unité qui incarne la nouvelle stratégie du ministère, faire de la gestion des ordures un véritable moteur de développement. Ceci n'est pas une simple entreprise. C'est beaucoup plus la conviction, la détermination. Que là où les gens considèrent qu'il y a un problème, d'autres y voient des opportunités. Avec la vision du chef de l'État et l'accompagnement de M. le Premier ministre, que 70% de ce que nous produisons, ce que nous appelons ordures, moi j'appelle l'or qui dure, peuvent être transformés si les gens sont éduqués, les gens sont sensibilisés. Derrière cette initiative, une volonté claire, structurer une filière qui a de l'avenir en soutenant la création d'emplois sur le terrain, tout en encourageant l'émergence de nouvelles entreprises spécialisées dans le recyclage. Vous avez ici une entreprise qui évolue dans la transformation de nos déchets. Elle produit des dallettes qui sont moins chères, plus durables, plus efficaces que celles que nous connaissons. L'objectif du département, c'est de trouver les moyens, tous les mécanismes, mettre en place les stratégies afin que ceux qui ont déjà pris l'initiative de faire ce travail puissent sortir de l'ordinaire. Je suis satisfait et il y a même l'émotion sur moi parce que je vois que, je me répète encore, je n'avais pas eu l'occasion et l'opportunité d'avoir un ministre qui parle ainsi. Avec le peu que je fais. Mais le peu qu'on arrive à faire, si on nous soutient dans ce sens, je pense qu'on va faire appel à beaucoup d'autres personnes qui sont ailleurs, qui ont d'autres capacités à accompagner le pays. Pour le département, la gestion des déchets n'est plus une simple contrainte, mais une priorité nationale. Un engagement fort en faveur d'un environnement plus sain et d'une économie plus inclusive. Et disons qu'après de brillants résultats obtenus dans le processus d'assainissement de la commune de Ratoma, les autorités locales passent à la vitesse supérieure, à savoir la chasse aux déchets plastiques. D'ailleurs, une unité de transformation des déchets plastiques en pavés vient d'être mise en place pour la viabilisation de ce projet dans la commune. Acteurs du secteur, spécialistes et chefs de quartier se concertent. On fait le point avec Moussa Bangora. Ensemble pour une municipalité propre et durable. À Ratoma, après le lancement de la seconde phase du projet de stratégie de gestion des déchets, l'heure est au tri et à la valorisation des déchets plastiques. Ici à la mairie, acteurs du secteur, cadres techniciens, chefs de quartier et chefs secteur se concertent pour la viabilisation de cette initiative citoyenne. Les déchets que nous produisons sont de l'or, mais il faut savoir comment les collecter et où est-ce qu'il faut les amener pour qu'on puisse les transformer. Parce que désormais, au niveau de Ratoma, on a fait la chasse aux ordures, maintenant c'est le plastique. Nous allons faire en sorte qu'on ait zéro plastique au niveau de la commune. À travers ce cadre de partage d'expériences, les porteurs du projet veulent aller à la vitesse supérieure afin de mener à bien le processus sur le terrain. Nous avons aujourd'hui les tricycles qui sont à la portée des présidents des conseils de quartier. Il y a un personnel qui va être mis à leur disposition, qui sont des bénévoles, qui seront pris en charge par la mairie. Et il y a donc même un budget pour les points de vente et les points d'achat des plastiques dans chaque carré, dans chaque secteur et dans chaque quartier, qui sera coordonné par la direction communale de l'assainissement pour que ces déchets soient valorisés, les papiers, les cartons soient valorisés, puis après. Passer de l'étape pré-collecte, collecte, transfert, à l'étape de tri, récupération et valorisation, c'est ce que le ministère encourage. Nous savons tous que les déchets, c'est une mine d'or, mais on doit essayer de les ajouter pour être dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'unité de valorisation des déchets plastiques est déjà mise en place par l'autorité communale. L'objectif est de collecter les plastiques, faire le tri
et le traitement, mais aussi transformer ces produits plastiques en pavés. Célébrer l'excellence pour susciter l'émulation, c'est le pari réussi de la 8e édition des Merit Awards Guinée, organisée par la structure ARCOM. Cette cérémonie est devenue au fil des ans le baromètre du talent et de l'engagement patriotique dans notre pays. Si l'édition 2025 a célébré l'élite guinéenne autour d'un objectif commun, honorer ceux qui, par leur engagement, font bouger le pays, eh bien, cette année, les projecteurs ont été braqués sur la Grande Muette. Les détails dans ce reportage de l'adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. La 8e édition des Merit Awards Guinée, avec la structure de communication ARCOM, a tenu toutes ses promesses en réunissant les élites du pays. Objectif: honorer ces hommes et femmes qui ont marqué l'année 2025 par leur engagement et leur talent exceptionnel dans leurs domaines respectifs. Cette année, le ministère de la Défense nationale a été particulièrement mis à l'honneur. Parmi les lauréats, nous retrouvons des figures majeures de la hiérarchie militaire et civile. Cette édition se distingue particulièrement par son caractère inclusif et fédérateur, réunissant des personnalités issues de divers horizons, professionnels, civils comme militaires, illustrant ainsi la complémentarité indispensable entre les différents acteurs du développement national. Elle témoigne également d'une volonté affirmée de promouvoir une culture de l'excellence fondée sur la performance, l'innovation et le sens élevé du devoir. Cette reconnaissance institutionnelle vient souligner un leadership exemplaire et une vision stratégique aiguisée. Pour ces lauréats, ce prix récompense un dévouement total à la sécurité nationale et une contribution majeure au processus de modernisation de nos forces armées. Plus de 10 personnes qui ont bénéficié de ces sacrifices. Cela veut dire que l'armée est sur le bon chemin. Sur les réformes engagées, les citoyens guinéens sont en train réellement de voir la réussite de l'armée, un changement qualitatif et quantitatif. Au fil des ans, les Merit Awards Guinée se sont imposés comme le rendez-vous incontournable du mérite patriotique, une plateforme qui célèbre les fils et filles de la nation qui se distinguent par leur abnégation. Nous construisons une culture, nous affirmons une vision, nous écrivons un message pour l'histoire. Et ce message tient à une phrase: célébrons ce qui inspire la Guinée et l'Afrique. Cet événement renforce le sentiment de fierté nationale. Il crée une véritable émulation poussant chaque cadre, qu'il soit de l'administration publique ou du secteur privé, à donner le meilleur de lui-même pour le rayonnement de la République. Les regards sont désormais tournés vers l'édition prochaine. Rendons-nous à présent à Benna, précisément dans le village de Bara, où récemment le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat s'y trouvait. Il a visité l'école primaire de la localité en état de dégradation poussée. Il a promis d'apporter une assistance pour réhabiliter l'infrastructure. Moussa Moïse a également participé à la 5e édition du FIDAO organisée à Benna. Ousmane Ba, compte rendu. L'école primaire de Bara en détresse. Nous sommes dans le district de Kamalaya, dans le Benna profond. Depuis un certain temps, l'infrastructure vit une précarité. Parents d'élèves et encadrants tirent la sonnette d'alarme. Nous voulons de l'aide à résoudre le cas de notre contractuel communautaire qui ne cesse d'enseigner tous les jours pour cette communauté durant 4 ans. L'école a besoin d'une amélioration. Son état est très critique et manque de manuels. Fils de la localité, Moussa Moïse Silla est imprégné de ces défis. Il compte apporter son assistance pour inverser la tendance afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des tout-petits. Je vais tout faire cette année pour que les travaux de rénovation de votre école débutent. Nous allons le faire pour améliorer, en attendant que l'État n'arrive, pour agrandir ce lieu d'apprentissage. Nous allons agir en attendant cela, parce que c'est notre devoir de faire de telle sorte que nous puissions apporter le peu d'efforts possible à nos différentes communautés, surtout à l'intérieur du pays. Donc prenez beaucoup de courage, ne baissez jamais les bras face aux difficultés, apprenez toujours et travaillez bien à l'école.
Le ministre Moussa Mouessila a aussi assisté à la 5e édition du Fidaou de Gbara, une cérémonie de lecture du Saint-Coran au cours de laquelle les fidèles musulmans ont imploré Allah pour la paix et l'unité nationale en Guinée. Dans le volet justice, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués renforce la coordination entre ses services régionaux. Réunis autour du directeur général, les agents référents des juridictions régionales ont pris part à une importante session de travail visant à harmoniser les procédures de transmission des informations liées aux mesures de saisie et de confiscation. À travers cette démarche, l'AGRASC réaffirme son engagement en faveur de l'état de droit, de la moralisation de la gestion publique et de la lutte contre la criminalité économique et financière. Kernoy Nusaba, Madi Bangora. Dans le cadre de la redynamisation des actions de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à Grasque sur le terrain, la direction générale réunit les agents des juridictions régionales. Cette session de travail a pour objectif d'harmoniser les procédures de transmission des informations relatives aux mesures de saisie et de confiscation. Votre rôle est déterminant pour assurer la remontée rapide et fiable des informations, la préservation des biens saisis et la coordination des actions entre les différents acteurs de la chaîne judiciaire. À l'issue des échanges, ces agents, désormais intégrés dans un dispositif national visant à renforcer la crédibilité du système judiciaire, se sont engagés à contribuer à la protection des intérêts de l'État avec à la clé la lutte contre la corruption. Nous sortons outillés car le directeur de l'agence nous a partagé sa vision par rapport à la réputation et à la crédibilité qu'il veut conférer à cette agence dans l'esprit du président de la République. Nous avons su définir les responsabilités et les rôles qui sont dévolus aux différents agents. Nous devons, au sein des juridictions, remonter les informations telles quelles à l'agence de recouvrement et de saisie des avoirs. Résolument engagé dans le renforcement de l'état de droit, la moralisation de la vie publique ainsi que de la lutte contre la criminalité financière et économique, l'AGRASC se positionne comme une institution incarnant la rigueur dans la conservation et le recouvrement des avoirs placés sous main de justice. Dans l'actualité encore, poursuite de programme d'autonomisation féminine dans la région de Bokeh. Ce programme de formation en saponification et en gestion simplifiée vient aider les femmes à ne compter que sur elles-mêmes. Ce soutien de la société minière SD Mining met au premier plan la valorisation des produits agricoles made in Guinée. Batouli Diallo, Fodé Camara. À Tanene, une commune rurale de Bokeh, pour la 5e session de formation qualifiante de la société SD Mining, cet espace d'apprentissage s'est transformé en unité de production du savon. Nous avons fabriqué du savon de maison, notamment pour la lessive et pour se laver. Ici, il y a du shampoing, il y a aussi du savon pour laver la maison et pour l'hygiène des cheveux, et même pour le gommage. Grâce à cette formation, nous avons maîtrisé beaucoup de techniques de saponification. Aujourd'hui, il y a pas la joie dans la salle. Les femmes sont très contentes et puis vraiment, elles ont compris vraiment les thèmes véhiculés par les formatrices et formateurs. Pendant plusieurs jours, près d'une trentaine de femmes rurales de Tanene ont appris les techniques modernes de saponification. Au programme, hygiène et sécurité, respect des normes, notion de gestion simplifiée et valorisation des produits agricoles made in Guinée. Tout ce qui a été utilisé durant cette formation, rien n'a été importé. Je vais parler du miel, je vais parler de beaucoup de choses dans cette fabrication. Au retour, qu'est-ce que nous conseillons à ces représentants des collectivités impactées? Il faut que ces femmes-là soient réunies en coopérative, qu'on puisse les accompagner. Chaque district a envoyé 2 femmes. Il y a certains qui ont envoyé 4 au centre ici. À leur retour, d'aller former les autres qui n'ont pas eu la chance d'être là. Et nous aussi, nous allons sortir de contrôler ce qu'on les a dit. Est-ce qu'ils sont en train de respecter ça? Vulgarisé à grande échelle par la société SD Mining, ce savoir-faire ouvre de nouvelles perspectives économiques pour ces femmes, souvent piliers de leur famille. Une contribution pour le développement local au-delà de l'exploitation des ressources minières.
Dans le domaine agricole, la promotion de la filière ananas et mangue se poursuit pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, femmes et personnes vulnérables du pays. Ici même à Conakry, l'initiative Pro-Jeunes Guinée vient de voir jour pour promouvoir le domaine agroalimentaire dans les régions de Kindia et Kankan. Il est porté par l'agence italienne pour la coopération au développement avec à la clé la projection des compétences nécessaires pour favoriser prioritairement l'insertion socio-économique des jeunes. Aboubakar Diaby. Soutenu et financé par l'agence italienne pour la coopération au développement, l'initiative Pro-Jeunes Guinée est lancée pour intégrer professionnellement les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables sur le marché du travail en Guinée. Ce projet s'articule essentiellement sur la création de nouvelles opportunités dans le secteur agroalimentaire. Il cible les régions de Kindia et Kankan pour développer les filières ananas et mangue en faveur d'une croissance économique durable. Et on est là avec nos partenaires guinéens, les ministères compétents, l'IRAG. Aujourd'hui, on lance avec un séminaire tous les détails de ce projet. Dans ce cas spécifique, on associe l'agriculture, qui est le secteur clé de l'économie guinéenne et du plan de développement national Simandou 2040, avec la formation professionnelle et l'emploi. On voudrait donner de l'importance aux jeunes, aux femmes et à les personnes vulnérables, et surtout pour leur donner la possibilité de s'insérer socio-professionnellement dans le marché du travail et en particulier dans les secteurs de l'ananas et de la mangue. Grâce à ce projet ambitieux, plus de 13 800 personnes bénéficieront de meilleures compétences dans le domaine agroalimentaire. Le projet en Guinée, c'est un projet qui a l'objectif de qualifier un peu les capitales humaines dans les secteurs agroalimentaires surtout et dans les deux filières porteuses pour la Guinée de l'ananas et de la mangue. Ce projet apporte une réponse concrète à l'un des défis majeurs de notre pays, celui de créer des emplois décents, productifs et durables pour la jeunesse, tel que prôné dans le cadre de la politique nationale de l'emploi du gouvernement guinéen pour la période 2024-2030. Pour ces initiateurs, le projet Pro-Jeunes Guinée pourrait dans les jours à venir absorber une bonne quantité de demandes de main-d'œuvre exprimées par les jeunes désœuvrés pour les orienter vers les activités génératrices de revenus. À Dinguiraï, journée porte ouverte et échange d'expériences entre les apprenants des champs-écoles paysans maraîchers, les acteurs de l'agriculture familiale, résilience et marché en haut témoin de Guinée séjournent dans la préfecture de Dialakoro. Durant 3 jours, ils échangeront avec les producteurs locaux sur les bonnes pratiques de maraîchage. Ibrahima ou l'Infofana pour en savoir plus. À Dinguiraï, le projet AgriFarm, agriculture familiale, résilience et maraîcher en Haute et Moyenne Guinée est dans la sous-préfecture de Dialakoro. Ici, dans le district de Mosoko, cette journée porte ouverte sert de cadre à une émulation et de partage d'expériences des technologies réussies des acteurs locaux de la chaîne de valeur du riz dans leurs productions respectives. C'est grâce à AgriFarm que nous avons connu l'idée du groupement. Aujourd'hui, on a même intégré l'union de Kankan. Mais de nos jours, nos plans sont menacés par des insectes. Il y a certaines pratiques qui les fatiguent, surtout qu'il y a un manque d'écartement entre les plans. Il y a l'engouement autour de périmètre. Les partenaires, les bailleurs, surtout le gouvernement, et donc a beaucoup plus appuyé ces femmes à avoir l'eau pour que la pratique du maraîchage soit beaucoup plus facile. Dans le district de Sandamfara, cette journée porte ouverte de sensibilisation et d'échange d'expériences entre les apprenants des champs-écoles paysans est très saluée. C'est le fruit d'une convention de partenariat entre l'unité de gestion du projet AgriFarm et l'Agence nationale de la promotion du conseil agricole et de la formation entrepreneuriale. C'est une journée d'échange d'expérience entre les producteurs maraîchers. Le constat qu'on a fait ici, il y a des problèmes au niveau du potager, toute la densité des plants, le manque d'eau et quelques maladies. La présente activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail et budget annuel 2025 du projet agriculture familiale, résilience et maraîcher en Haute et Moyenne Guinée AgriFarm, une initiative accompagnée
de FIDA, Fonds international de développement agricole. Dans un autre registre, les fidèles chrétiens du monde entier entrent dans le carême 2026, un temps fort de recueillement, de prière et de pénitence, 40 jours de préparation spirituelle qui conduisent à la célébration de Pâques, cœur de la foi chrétienne. Pour accompagner les croyants dans cette démarche de foi et de conversion, l'archevêque métropolitain a livré des orientations spirituelles. Il invite les chrétiens à vivre pleinement ce temps de grâce dans la prière, le partage et le pardon, et à être au quotidien de véritables témoins du Christ. Propos recueillis par Marie-Angélique Bangoura, Robert Bangoura et Antoine Macaulay. L'occasion me semble opportune pour rappeler, en commençant cette exhortation, que le mot carême ne signifie pas jeûne ou jeûner, malgré l'usage qu'on en fait dans la plupart de nos langues guinéennes. Si ce rappel revient presque chaque année dans mon mandement de carême, c'est pour nous inviter tous à ne pas nous laisser influencer pendant ce temps fort de notre vie chrétienne par des pratiques qui ne sont pas évangéliques. Au cours de ce carême 2026, la liturgie nous invite à intensifier notre engagement à la conversion et à retrouver l'intimité de Dieu dans le désert de notre cœur et de notre conscience sous l'action de l'Esprit Saint. À l'image de cette mer Rouge d'hier, traversée par nos ancêtres dans la foi, la communauté humaine rencontre encore aujourd'hui de nombreuses mers rouges qui l'empêchent, hélas, de s'unir intimement au Seigneur son Dieu. Cette traversée devra s'exprimer concrètement par notre volonté ferme de fuir le monde du péché pour celui de la grâce. Vous l'avez compris, ce 18 février 2026, les chrétiens de Guinée, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbrent le mercredi des cendres, un mercredi qui marque l'entrée en carême. C'est une période de 40 jours de prière, de partage et de jeûne en préparation vers Pâques. Abraham Christophe Conté. Dans les églises de Guinée, l'imposition d'une croix de cendre sur le front des fidèles est un geste simple mais plein de sens. Avec le message « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », le prêtre fait un rappel de la fragilité humaine et à la conversion. Le fondement des piliers du temps de carême, c'est l'évangile de ce jour qui dit tout. Jésus dit: quand tu fais le bon, ne le fais pas pour te faire remarquer des hommes. Quand tu pries, ne prie pas pour te faire remarquer des hommes. Quand tu jeûnes, ne jeûne pas pour que les gens te voient. Il y en a qui jeûnent, ils prennent un air abattu, la mine serrée. Jésus dit non. Il ne faut pas faire ce parcours comme des hypocrites, mais plutôt être vrai et sincère. Le carême est un temps de renouveau spirituel. Il débute pour 40 jours avant Pâques, en référence aux 40 jours passés par Jésus-Christ dans le désert. Ce mois de pénitence invite également les fidèles croyants au jeûne, à la prière et au partage. À la paroisse bienheureuse Anne-Marie Zavoué de Nongo, tout comme à Saint-Étienne de Yimbaya, ce moment est bien observé par les fidèles. Les cendres dont nous serons marqués signifient que nous sommes prêts à accompagner le Christ dans le désert et que nous sommes prêts à nous convertir et à nous réconcilier avec Dieu notre Père et avec nos frères et sœurs les hommes. Pour moi, le mercredi des cendres signifie tout simplement un rappel pour tout être vivant que nous sommes nés poussière et que nous allons retourner à la poussière.
Donc, de revenir, si jamais j'étais perdu, de revenir encore vers le Seigneur. Cette année, la période de pénitence chrétienne coïncide avec celle du Ramadan musulman. Un moment traditionnel pour ces deux croyances de rompre avec les vieilles habitudes en contradiction avec les textes religieux. Ces moments de piété devraient être consacrés qu'à des prières et de partage afin de pouvoir se rapprocher de Dieu. Nous ne changeons pas de sujet. Les fidèles chrétiens anglicans de Guinée se sont massivement mobilisés ce mercredi pour le rituel de l'imposition des cendres au front. Un rituel qui marque le début du mois de carême chrétien. La célébration eucharistique dirigée par le premier responsable de cette congrégation est portée sur le sens et les comportements adoptés pendant ce mois saint. Sur place, Robert Sidi Tolno, Mohamed Yansane. En la cathédrale Toussaint de l'église anglicane de Guinée, nombreux sont les fidèles chrétiens anglicans à s'être mobilisés. Une journée de pénitence qui marque le début des 40 jours de carême chrétien. En recevant les cendres sur le front, les fidèles s'engagent sur le chemin de la conversion, du changement de vie et de la réconciliation avec Dieu. Décider que, bien qu'étant malade, j'ai pris la décision de jeûner. Je suis conscient que je suis un pécheur. Et c'est une manière de demander à Dieu pardon et lui montrer ma foi, parce que c'est la foi qui compte. Dieu nous donne la grâce encore pour un bon temps donné de se recueillir, de mieux prier, en tout cas de se réconcilier avec lui, de revenir à lui. Se convertir et croire à la bonne nouvelle, ou encore se souvenir que tu es né poussière et tu retourneras à la poussière, les fidèles ont médité ces enseignements bibliques. C'est des occasions très rares que vous voyez Ramadan et le carême commencer le même jour, c'est une exception aussi. C'est un temps favorable pour nous, surtout nous les Guinéens. C'est le moment de consacrer notre pays à Dieu. J'espère que j'aurai l'opportunité de déjeuner avec mon frère ou ma soeur musulman pour dire que Dieu est unique, Dieu est un. C'est l'amour de Dieu que nous allons vivre pendant ce temps de carême, mais à travers nos frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu es en jeûne et que tu vois ton frère qui a aussi observé le jeûne comme toi, mais qui n'a rien le soir pour manger. Donc il faut qu'il y ait le partage. C'est le moment de partager. C'est le moment aussi d'intensifier la prière. Mercredi des cendres marque ainsi le début du jeûne chrétien. Il constitue le point de départ d'un cheminement spirituel intense virant vers Pâques, fête de la résurrection du Christ selon les Écritures saintes. Sur le plan religieux, toujours à Boké, la mosquée du Khalif du district de Katougouma est entièrement rénovée. La cérémonie de remise de l'édifice est marquée par des prières, des hommages et des messages de paix. Il s'agit d'un geste de la société minière UMS dans le but de soulager les habitants de Katougouma en cette période de Ramadan. Mamadi Terna Kamisoko. À Katougouma, dans la sous-préfecture de Tanene, recueillement et reconnaissance ont rythmé ce jour. La mosquée du calife Cheikh Mohamed Lamine Bayo est entièrement rénovée, offrant ainsi un lieu de pratique de l'islam en cette période de jeûne. Cette rénovation s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'UMS. Lorsque nous avons été sollicités pour accompagner la rénovation de cette mosquée, notre motivation était simple et sincère. Contribuer à notre niveau au bien-être de la communauté et la préservation d'un patrimoine spirituel essentiel. Pour l'occasion, les fidèles réunis ont lu plusieurs fois le Saint-Coran et la Sourate Yassine. Des prières formulées pour la paix pour la Guinée et pour la prospérité de l'entreprise United Mining Supply. La rénovation a donné une nouvelle physionomie à la mosquée qui a été construite par mon grand-père depuis 1880. Et cela va droit au cœur. Et nous demandons aux sages de Katougouma de continuer à prier pour que la paix règne dans le pays, dans la société, dans Katougouma. Ça fait partie de la vision du gouvernement guinéen. Nous prions le Tout-Puissant Allah que le mois de carême qui arrive là, que ce soit un mois béni pour toute la Guinée, mais plus particulièrement pour la région administrative de Boké. Au-delà des discours, les habitants voient dans cette rénovation un symbole de bon voisinage et de préservation du patrimoine spirituel local.
Dans l'actualité, toujours la Fédération des ferrailleurs de Guinée a mis le cap sur l'intérieur du pays pour installer ses membres. La première étape a concerné les régions de Zérékoré et Kankran, où elle a désormais ses représentants. L'objectif est d'unifier la corporation Bakary Bambakondé. Dans les préfectures de Nzérékoré et Kankan, la Fédération des ferrailleurs des métaux useux, ferreux et non ferreux, a procédé à l'installation de ces nouvelles antennes. Une avancée importante dans le développement du secteur de la ferraille en Guinée, avec pour objectif de renforcer l'organisation et la collaboration entre les acteurs de la filière. Une forme d'unir tous les acteurs de la filière en vue de les transformer en un outil de développement. Aux autorités à tous les niveaux, à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, de protéger et de finaliser la réglementation dans le secteur pour permettre aux différents acteurs de mener leur activité tranquillement dans la paix et la concorde sociale. Les nouvelles équipes auront pour tâche d'améliorer la collecte, le tri et le recyclage des métaux et sensibiliser les acteurs locaux à l'importance du secteur dans l'économie du pays. Nous remercions les autorités, nous remercions le président de la République, Mamadi Doumbouya. Nous sommes très contents de cette installation. Nous promettons de se mettre à la disposition de tous et mettre les ferrailleurs ensemble. Les autorités présentes ont exhorté la fédération à contribuer à la protection de l'environnement et à la création d'emplois durables. C'est une joie pour nous de voir cette filière organisée. Nous avons désormais en face un collaborateur avec qui nous pouvons vraiment développer ce secteur, cette filière qui est vraiment porteuse non seulement d'emplois mais de croissance économique. La Fédération des ferrailleurs prévoit d'étendre son réseau en installant prochainement ses antennes dans les préfectures de Mandiana et Sigiri. À Conakry, session de formation des arbitres à la technologie VAR. Cette initiative de la Fédération guinéenne de football vise à renforcer la capacité technique des arbitres guinéens. Ce cours premier du genre en Guinée est animé par des experts de la CAF en arbitrage vidéo. Morlaï Souma, Djibril Kamara. Ce cours sur la technologie VAR, qui est une première en Guinée, regroupe 26 arbitres d'élite guinéens, dont 5 femmes venues des 8 ligues administratives du pays. C'est un programme de la Fédération guinéenne de football. Il vise à mettre au même niveau d'information ces acteurs afin que, désormais, les décisions au cours des matchs de football soient uniformisées. Si on veut que l'arbitrage guinéen soit représenté au niveau continental, au niveau international, il faut procéder à la VAR. Et c'est dans le bout de 3 mois ou 4 mois qu'on est là pour animer ce premier cours de la VAR. L'arbitrage guinéen, souvent fustigé dans le championnat national, voilà une des raisons de son absence régulière dans les joutes continentales. C'est dans cette optique que le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football entend faire profiter ses techniciens afin de pouvoir diriger une compétition avec responsabilité et surtout moins de dérapage. Nous savons que la qualité des arbitres ne manque pas en Guinée. On a pris le devant et j'espère que la CAF, ses inspecteurs, pourront trouver de la crème pour qu'enfin nous puissions voir nos arbitres à l'international. Pour ce qui est de cette formation à l'utilisation de la VAR, la Guinée est en train d'emboîter les pas d'autres pays. Sans la formation, nous ne pourrons pas faire face aux enjeux du football contemporain. Et donc aujourd'hui, c'est une étape décisive que nous sommes en train de franchir. Cette initiative s'inscrit dans le registre du projet d'instaurer prochainement la VAR dans le championnat national. Les entraîneurs et arbitres guinéens seront outillés pour être désormais de véritables techniciens capables de gérer les différentes interprétations de la VAR. Enfin, une étape majeure dans la modernisation du paysage financier guinéen présidé par le ministre Mohana Souma. Coris Bank International Guinée a procédé au lancement officiel de Coris Money, sa solution Mobile Money avec pour ambition de simplifier les transactions et élargir durablement l'accès aux services financiers. Son enseigne au reportage.
Dans un contexte de transformation digitale du secteur bancaire en Guinée, Coris Bank International Guinée franchit une nouvelle étape avec le lancement de Coris Money, sa solution de mobile money. Objectif, simplifier les transactions financières et élargir l'accès aux services bancaires. Chez Coris Bank International Guinée, notre rôle va bien au-delà de tout ce qui a été décrit. Il s'agit de bâtir des ponts numériques, de créer des solutions qui accompagnent les acteurs économiques dans leurs transactions quotidiennes, quel que soit leur secteur ou leur niveau d'activité. Fruit de la stratégie d'innovation du groupe, Coris Money se présente comme un porte-monnaie électronique accessible depuis un smartphone. Avec ou sans compte bancaire, les utilisateurs peuvent effectuer des opérations essentielles, transfert d'argent, paiement de factures, achat en ligne, règlement de biens et services. Cela montre en suffisance la progression que nous enregistrons à peine 4 ans d'activité. Ça montre combien de fois la vision de M. le Président, M. Mamadi Doumbouya, déclinée dans le plan de développement Simandou 2040, est en train de se concrétiser à tous les niveaux. Il fait partie de la vision Simandou 2040 et dans cette vision, il y a ce qu'on appelle les piliers 3 et 4. Les piliers 3, c'est l'inclusion, c'est l'innovation. Disponible sur Apple Store et Google Play, l'application marque une avancée pour la banque présente en Guinée depuis 2021. Pour Coris Bank International Guinée, Coris Money n'est pas qu'une innovation technologique, c'est un outil concret de démocratisation des services financiers qui rapproche l'économie digitale des populations et des entreprises dans un monde de plus en plus connecté. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi la RTG pour vous informer. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.